Il y a des sujets relativement restreints que nous avons examinés à la demande des autorités, mais nous avons décidé d'embrasser large. Et pour ce faire, nous avons listé un certain nombre de sujets que nous avons testés avec nos autorités et dont nous avons entrepris l'examen avec l'espoir de faire un peu bouger les lignes. Alors, pour vous citer les principaux thèmes, sans revenir sur le thème que Jacques Delmas-Marsalais va présenter, on travaille actuellement sur le droit des titres, en général, sur les problématiques liées au règlement de livraison, à la conservation, etc. Ceci dans la logique de la question de savoir si la place de Paris, qui a des opérateurs importants dans ce domaine, mais qui a un droit assez particulier, peut se trouver en difficulté dans la compétition internationale par rapport à d'autres droits ou d'autres acteurs. Nous avons engagé l'année dernière un travail de fond sur la problématique des défaillances d'entreprises, sur le droit de la faillite, qui est évidemment un gigantesque sujet dont nous nous occupons. Nous avons, Alain Pietran-Costa en est le leader, entrepris la difficile tâche d'essayer de voir comment on pourrait rationaliser le processus de régulation. Nous sommes tous un peu préoccupés par le caractère assez chaotique, j'allais dire opportuniste, d'un mécanisme de régulation dans lequel, un peu comme dans les westerns, on cherche à voir s'il y a des trains qui passent et on essaie d'y monter si une porte ouverte se présente, ce qui n'est pas une méthode de législation et de régulation bien satisfaisante. On a engagé un travail sur le TILAC. Nous venons de créer un comité permanent qui va réfléchir de manière globale sur le droit des sociétés, un peu à la manière dont dans certains pays, particulièrement aux États-Unis, il y a des structures permanentes, notamment au Delaware, qui réfléchissent sur la manière dont on peut faire évoluer le droit des sociétés pour être en permanence à la pointe de l'efficacité. Donc c'est ça notre philosophie, c'est une philosophie ambitieuse, elle débouche sur des avis que nous donnons à nos autorités, et nos autorités en font l'usage que bon leur semble. Bien entendu, nous ne travaillons pas en chambre avec les seules éminentes personnalités qui composent ce groupe, qui sont des avocats, qui sont des académiques, qui sont des praticiens. Nous avons des groupes de travail, et dans ces groupes de travail, bien entendu, nous associons toutes les parties prenantes sur les sujets divers et variés. Alors, nous avons déjà rendu un certain nombre d'avis, mais relativement précis. On en a fait un en particulier qui a eu un certain écho au niveau européen sur la problématique de l'interprétation du concept de proportionnalité dans la mise en œuvre des dispositions européennes. Est-ce que la proportionnalité est symétrique ou est-ce qu'elle est asymétrique? Et nous avons rendu un avis qui, je crois, a été apprécié. Mais le premier travail de fond sur lequel nous sommes arrivés à finaliser notre activité, ça a été le travail sur le monopole bancaire que Jacques Delmas-Marsalais a bien voulu animer et sur lequel il a bien voulu piloter le rapport. Et donc aujourd'hui, nous présentons notre premier rapport significatif. Et je suis heureux, d'une part, de le remercier parce que Jacques est un infatigable contributeur à l'amélioration du fonctionnement de la place. Et puis, nous le connaissons en plus depuis très, très longtemps. Et je suis heureux de lui passer la parole. Merci Michel. Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler ce matin d'un sujet, ou plutôt d'un objet qui n'existe pas, tout au moins dans la formulation que lui donne la langue française. En effet, ce qu'il est convenu d'appeler monopole bancaire n'est ni un monopole, dans la mesure où il laisse subsister une concurrence entre les établissements, ni spécifiquement bancaire, puisqu'il concerne aussi, en France tout au moins, d'autres établissements que les banques. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité du fait de réserver certaines opérations de banque à certaines catégories d'établissements. Ce monopole recouvre, cette réservation concerne deux grandes catégories d'opérations. La première, c'est la réception de dépôts et plus généralement de fonds remboursables du public qui est réservé aux établissements de crédit, terme consacré par Bruxelles comme désignant les banques. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on n'a pas employé
plus simplement le terme de banque. Donc, le monopole des dépôts qui réserve la réception des dépôts aux établissements de crédit et le monopole des moyens de paiement qui réserve des services de paiement à ces établissements de crédit et en outre à des établissements de paiement. Ces deux domaines sont régulés au plan européen et il n'y a pas dans ce domaine-là de distorsion de concurrence. Tel n'est pas le cas de la deuxième catégorie d'opérations, qui sont les opérations de crédit. Les opérations de crédit sont réservées en France aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne ou de pays tiers. Cette différence de traitement peut évidemment être à l'origine de distorsions de concurrence et d'arbitrage réglementaire conduisant à délocaliser des opérations, à des délocalisations d'opérations qui sont préjudiciables à la place de Paris. C'est ce qui a conduit le Haut Comité juridique de place à constituer un groupe de travail à l'effet d'analyser ces distorsions et de proposer des dispositions tendant à les éliminer ou en tout cas à les réduire. Les conclusions de ce groupe de travail ne sont pas les mêmes concernant les deux catégories d'opérations que je viens de mentionner. Le monopole des dépôts et celui des services de paiement n'appellent à l'avis du groupe de travail que des clarifications de texte de manière à délimiter de manière plus sûre le périmètre de ce monopole. Le monopole des dépôts et fonds remboursables du public est évidemment justifié par le souci de protéger les déposants contre le risque d'insolvabilité ou d'illiquidité des dépositaires. Les dépositaires qui recevant des fonds peuvent être tentés de se livrer à la transformation, de faire jouer l'effet de levier, sans être soumis aux règles prudentielles imposées aux établissements de crédit. Ce monopole du crédit, des dépôts, est d'ailleurs imposé par la réglementation européenne qui définit les établissements de crédit qui interdit d'exercer l'activité de réception des dépôts et autres fonds remboursables publics à d'autres entités que les établissements de crédit, ces derniers étant définis par l'article 4 du règlement CRR comme les entreprises dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et fonds et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Deux clarifications sont néanmoins apparues nécessaires pour lever l'incertitude qu'introduit dans la délimitation du périmètre de monopole l'emploi en droit français de termes qui prêtent à interprétation. D'abord, dans la définition de l'activité soumise au monopole, qui est la réception, qui est en France la réception à titre habituel de fonds remboursables du public. Cette notion nous est apparue trop large, d'autant que, selon la jurisprudence, l'habitude naît dès la réalisation d'une deuxième opération avec une deuxième contrepartie. Ce qui ne traduit que tout à fait imparfaitement l'intention du législateur qui est manifestement de ne soumettre au monopole que l'activité consistant à recevoir pour prêter, c'est-à-dire le métier ou le commerce de l'argent. Pour mieux traduire cette intention, il est proposé par le groupe de travail de restreindre le monopole à l'exercice de l'activité, je cite, à titre de profession habituelle. Expression qui est déjà employée par le Code monétaire et financier dans un certain nombre de domaines et qui ajoute à la condition d'habitude les critères d'une activité professionnelle, notamment les critères de recherche de clientèle, de recherche d'une source de revenus réguliers, critères qui étaient employés par certaines décisions de jurisprudence avant que la Cour de cassation réduise le critère de l'exercice de l'activité à l'habitude défini de la manière extensive que je viens d'indiquer. En réalité, cette condition a été la deuxième clarification qui est proposée concerne l'exclusion hors du champ du monopole de l'émission de titres de créance. Aujourd'hui, cette exclusion est subordonnée à la condition que l'émetteur ne réalise pas d'opération de crédit au singulier. Ce qui, pris à la lettre, pourrait interdire à une entreprise ayant consenti un prêt, à titre tout à fait occasionnel, d'émettre des obligations.
c'est évidemment une situation un peu absurde. Il est donc proposé, en réalité cette condition n'avait été introduite que pour interdire aux sociétés de financement d'émettre des titres assimilables à la réception de fonds remboursables du public. Dans ces conditions, le groupe de travail a proposé que la disposition à caractère général sur l'exclusion hors du champ du monopole des émissions de titres de créance soit maintenue sans restriction et que la restriction applicable aux sociétés de financement soit renvoyée au texte propre à ces institutions. Voilà les deux seules modifications importantes qu'il est proposé d'apporter au texte pour clarifier le périmètre du monopole des dépôts et fonds remboursables du public. Le monopole des services de paiement recouvre, lui, en France, deux catégories d'opérations. La distinction entre les deux étant assez subtile, comme je vais vous l'indiquer. La première catégorie, ce sont les services de paiement mentionnés à l'article L314.1 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire, entre autres, les versements et retraits d'espèces sur le compte de paiement, les prélèvements, virements, paiement par carte bancaire, transmission de fonds, émission d'instruments de paiement. Ces opérations sont réservées aux établissements de crédit et aux établissements de paiement. Ces derniers sont soumis à agrément et à des exigences de fonds propres fixées de manière harmonisée par la réglementation européenne. Il n'y a donc pas dans ce domaine de risque de distorsion de concurrence et d'arbitrage réglementaire conduisant à délocaliser des opérations au détriment de la place de Paris. Donc la raison pour laquelle nous avons étudié ce sujet est inopérante en ce qui concerne les moyens de paiement. En réalité, le problème est tout autre, c'est l'aggravation de la concurrence qu'introduisent dans ce domaine les nouvelles technologies de paiement. C'est un sujet que nous n'avons pas abordé car il ne relevait pas des préoccupations prioritaires du Haut Comité. La deuxième catégorie d'opérations propre à la France est celle des services dits bancaires de paiement, réservés, eux, aux seuls établissements de crédit. Alors, ces services bancaires ne sont aujourd'hui définis que de manière négative comme étant les services autres que ceux mentionnés à l'article L314.1 du Code monétaire et financier, ce qui évidemment n'est pas très satisfaisant puisque ça laisse une incertitude sur le champ d'application de cette notion de service bancaire de paiement. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail, suivi sur ce point d'ailleurs comme sur l'autre par le comité, a souhaité et recommandé que ces services bancaires de paiement soient définis et précisés par décret. Voilà les seules modifications qu'il est proposé d'introduire dans la réglementation relative aux dépôts aux établissements de crédit. Au total, comme celui des dépôts, le monopole des moyens de paiement n'appelle que des clarifications des textes dans une optique de sécurisation juridique. Il n'y aurait pas de même du monopole du crédit, qui a fait l'objet de l'essentiel des réflexions et des recommandations du groupe de travail. Pourquoi n'en a-t-il pas de même? Bien pour 4 raisons, dont la plus importante au regard des préoccupations du Haut Comité est que la régulation du crédit professionnel n'est pas, à la différence du crédit à la consommation, imposée par les règles européennes. Elle est laissée à la diligence des États membres. Or, ceux-ci ont adopté des solutions très diverses, allant d'une très grande liberté, ce qui est le cas en Grande-Bretagne et à un moindre degré en Allemagne, jusqu'à la soumission, jusqu'à l'application d'un régime proche de celui des établissements de crédit, ce qui est le cas en France, en Italie et à un moindre degré en Espagne. Ce défaut d'harmonisation est évidemment à l'origine de distorsions de concurrence et d'arbitrage réglementaire, conduisant à des délocalisations d'opérations préjudiciables à la place de Paris. En particulier, l'assimilation de l'acquisition de créances bancaires non échues à une opération de crédit soumise au monopole bancaire, combinée avec les règles de territorialité applicables à la loi française, incite, handicape lourdement les opérations internationales des banques françaises, notamment en matière de syndication de crédit, syndication internationale de crédit,
Elles incitent à localiser ces opérations dans des entités ad hoc, situées dans des États de l'Union où l'acquisition de créances non échues n'entre pas dans le monopole du crédit, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, voire même sur des plateformes offshore hors de l'Union européenne. Et cette pression à la délocalisation est d'autant plus importante que le caractère pénal de toute infraction au monopole bancaire rend les partenaires étrangers, notamment à des opérations de syndication, réticents à participer à des opérations dont l'un des faits constitutifs, ou plusieurs des faits constitutifs, qu'il s'agisse de la conclusion du contrat, du décaissement, de la comptabilisation d'opérations ou de la localisation du débiteur, est situé sur le territoire de la République française. À cela s'ajoute comme élément de critique au monopole du crédit le fait que la réglementation bancaire la plus récente, avec le BAL 3, a réduit la capacité des banques à porter les risques de financement de l'économie et conduit à rechercher des financements alternatifs qui ne peuvent pas toujours être trouvés, notamment par les PME, sur le marché des titres. Le groupe de travail a cependant reconnu que le monopole du crédit, ou tout au moins une régulation de sa distribution, était justifié par deux considérations majeures. La première, c'est la protection des prêteurs, de leur solvabilité et de leur liquidité contre le risque de défaillance de l'emprunteur. La deuxième, c'est la protection du système financier lui-même contre le risque de contagion de l'insolvabilité ou de liquidité d'un prêteur systémique par sa taille et par ses connexions avec d'autres entités du système. Le facteur commun à ces protections est le risque de crédit, qu'il est essentiel d'évaluer avant le droit du crédit et de suivre tout au long de sa durée. À cet égard, le rôle des professionnels du crédit doit demeurer prépondérant au stade de l'origination du crédit, car ils disposent des outils leur permettant d'évaluer la qualité des emprunteurs, tout particulièrement de ceux qui ne sont pas notés par des agences de notation, et de suivre cette solvabilité, singulièrement lorsqu'ils sont teneurs de compte des débiteurs. Michel Prada sait que j'ai toujours soutenu que les banques teneurs de compte étaient mieux placées pour apprécier et suivre le risque de crédit que les établissements spécialisés qui ne tiennent pas les comptes. Il en a souffert lorsqu'il était au CEPE. Bon, pour autant, la responsabilité première de l'originateur du crédit ne doit pas dispenser les acquéreurs éventuels de créances non échues de se doter des moyens appropriés d'appréhension et de suivi du risque de crédit. Voilà les données du problème. La prise en compte de cet élément fondamental du prêt, qu'est le risque de crédit, commande les réponses à apporter aux problèmes que pose le monopole du crédit et les évolutions possibles de ce monopole recommandées par le groupe de travail. Sont en effet proposées, j'en viens maintenant aux recommandations du groupe de travail, 6 évolutions possibles et souhaitables du monopole du crédit. La première est d'élargir les possibilités d'acquisition des créances bancaires non échues à caractère professionnel. Cet élargissement est important dans la mesure où il permet aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de réduire les risques portés à leur bilan, tout en respectant le rôle premier qu'ils jouent dans l'origination des crédits. Il constitue en même temps une alternative, ou en tout cas un complément, à la titrisation qui aura du mal à retrouver la faveur des investisseurs tant que l'on n'aura pas réellement simplifié la structuration des crédits titrisés, ce qui, je le dis fermement, n'est pas le cas dans les propositions actuelles de la Commission. Cet élargissement de la possibilité d'acquisition des créances bancaires non échues ne devrait concerner au moins dans un premier temps que les créances à caractère professionnel, à l'exclusion des prêts consentis à des particuliers pour leurs besoins personnels, ces prêts faisant l'objet d'une réglementation harmonisée au plan européen, réglementation du crédit à la consommation. Actuellement, quelle est la situation? Actuellement, peuvent seules acquérir des créances non échues les institutions financières françaises énumérées au premier alinéa de l'article L511-6 du Code monétaire et financier. Je cite l'article, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.
En vertu de ces dispositions particulières, bénéficient de cette possibilité d'acquisition de créances bancaires non échues, premièrement, les organismes d'assurance, directement ou via des fonds de prêt. Deuxièmement, les organismes de titrisation, dont c'est l'objet même. Troisièmement, les fonds d'investissement alternatifs suivants. Alors là, il y a trois catégories. Dans la limite de 10% de leur actif, les fonds d'investissement à caractère général. Dans la limite de 50% de l'actif, les fonds professionnels à caractère général. Et sans limite réglementaire par rapport à l'actif, les fonds professionnels spécialisés. C'est déjà un champ assez large. Il n'est pas demandé par le groupe de travail d'étendre cette possibilité à d'autres FIA, ni de relever les plafonds de 10 et 50%. Il est simplement suggéré que le plafond le plus bas, le plafond de 10% applicable aux fonds d'investissement à caractère général, soit dédié aux acquisitions de créances, spécifiques pour les acquisitions de créances non échues, et non pas inclus dans ce qu'il était convenu d'appeler le ratio poubelle, qui concerne aussi d'autres actifs immobiliers, etc. Il est recommandé en second lieu, c'est la deuxième recommandation concernant l'acquisition de créances non échues, il est recommandé en second lieu que soit confortée juridiquement par son inscription dans la loi la possibilité pour les entités financières étrangères comparables aux entités françaises énumérées au premier alinéa de l'article L. 506 du CMF, ainsi que pour les fonds de pension et fonds souverains étrangers, d'acquérir des créances non échues auprès des banques et auprès des banques ou des sociétés de financement françaises. Alors cette proposition vise à lever une incertitude juridique qui conduisait, d'après les informations qui nous ont été données par les avocats d'affaires ou qui étaient au groupe de travail, conduisait ces entités sur avis de leur conseil à refuser d'acquérir des créances bancaires françaises de peur d'enfreindre le monopole du crédit et donc d'encourir les sanctions pénales qui y sont attachées. Enfin, troisième recommandation, il est proposé, après une longue discussion et à la majorité des membres du groupe de travail, d'étendre cette possibilité d'acquisition de créances bancaires non échues à caractère professionnel à des entités non financières, à des entreprises non financières ayant la qualité de cessionnaires éligibles, ou plutôt de cessionnaires qualifiés. Cette proposition s'inspire de ce qui existe en matière d'investissement en titres, qui est la notion d'investisseur qualifié. Alors, de qui s'agit-il s'agissant des cessionnaires qualifiés? Il s'agit, dans l'esprit du groupe de travail, de personnes morales ou d'entités, s'agissant des fondations, ayant les moyens d'apprécier et de gérer le risque de crédit, en pratique les grandes entreprises, les grandes fondations. Ces entités pourront acquérir, à titre accessoire de leur activité principale, des créances résultant de prêts non renouvelables accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement et intégralement tirés. Vous voyez que le champ est quand même bien délimité. Il l'est en outre par la double condition, premièrement, que ces établissements et sociétés de financement qui cèdent des créances conservent une part significative des risques de crédit. C'est l'application de l'obligation de rétention d'une partie du risque, qui est un élément fondamental du maintien de la responsabilisation des originateurs de crédit et qui est souhaité par le G20. La deuxième condition, c'est que ces acquisitions ne soient pas spécifiquement financées par des emprunts, de manière à ce que les personnes habilitées, les cessionnaires qualifiés, ne puissent pas faire jouer l'effet de levier. Voilà pour ce qui concerne l'élargissement des possibilités d'acquisition des créances bancaires non échues qui constitue la recommandation la plus formelle du groupe de travail. La deuxième recommandation formulée est d'assouplir quelque peu les conditions d'admission des opérations de trésorerie intragroupe. Il est recommandé d'étendre ces opérations qui sont admises en dérogation du monopole bancaire, non pas, comme l'aurait souhaité l'Association française des trésoriers d'entreprise, à toutes les sociétés détenues à au moins 5%,
ceci apparaît le contraire à l'esprit de la réglementation des groupes, mais à toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation des comptes. Alors par rapport à la situation actuelle, cela revient à étendre ces possibilités de prêts de trésorerie intra-groupe aux sociétés dans lesquelles la mère exerce une influence notable, ce qui suppose, vous le savez, entre autres conditions, une participation d'au moins égale à 20%, ce qui est tout de même très inférieur au taux de participation exigé pour reconnaître le contrôle exclusif. À défaut de consolidation, bien sûr, la dérogation resterait limitée aux opérations avec les sociétés placées sous contrôle exclusif au sens de l'article L233.3 du Code de commerce. La troisième recommandation du groupe de travail est d'étendre de manière sélective la possibilité d'octroyer des prêts, d'octroyer directement des prêts à caractère professionnel à deux catégories d'acteurs. D'abord, à certains fonds d'investissement alternatifs, certains FIA, qui n'ont aujourd'hui, comme je le mentionnais plus haut, que la possibilité d'acquérir dans certaines limites des créances initiées par les établissements de crédit. Il s'agit, outre les fonds européens d'investissement à long terme lancés par Bruxelles, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de titrisation. Conformément aux propositions de l'AMF, qui avait lancé une consultation de place à laquelle le Haut Comité juridique a répondu en novembre, conformément aux propositions de l'AMF, ces fonds seraient autorisés à octroyer des prêts aux entreprises non financières sous réserve de 4 conditions. Premièrement, que les sociétés de gestion qui souhaitent effectuer des prêts alimentés en prêts des fonds qu'elles gèrent soient obligées de faire agréer par l'autorité de contrôle prudentiel un programme d'activité pour gérer de tels prêts. Deuxième condition, que les fonds autorisés à prêter soient des fonds fermés ou à possibilité de rachat très limitée pendant la durée du vie du fonds, de manière à ce que ces fonds ne puissent pas jouer sur la transformation de maturité, faire de la transformation de maturité. Troisième condition, que l'échéance des prêts ne soit pas supérieure à la durée de vie du fonds, c'est la même idée, pas de transformation. Enfin, quatrième condition, que les prêts consentis ne soient pas financés par emprunt, de manière à ce que ces fonds ne fassent pas jouer l'effet de levier. Ce sont des conditions indispensables pour faire échapper ces fonds à la réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit. Le Haut Comité juridique de place, dans un avis du 25 novembre 2015, a approuvé ce dispositif tout en formulant 3 souhaits. Le premier, c'est que le dispositif soit plus spécifiquement orienté vers les PME, ce qui ne figurait pas dans le projet initial de l'AMF. Deuxième vœu, que ne soit pas fixée de durée minimale au prêt, autant il était légitime de fixer une durée maximale qui est la durée du fonds, autant fixer une durée minimale revenait à éliminer tout concours de trésorerie, alors que ça pouvait répondre à besoin des PME notamment. Troisième suggestion, troisième vœu, que la possibilité de se constituer un portefeuille diversifié de prêts qui est réservé à juste titre aux fonds professionnels, qu'à côté de cette possibilité soit ouvert aux fonds de capital investissement, même non professionnels, la possibilité de consentir à titre accessoire à leur activité des prêts autres que les avances d'associés aux entreprises dans lesquelles ils ont des participations. Actuellement, ça se fait de manière contournée par l'émission de prêts obligataires. On adopte la forme d'obligation contournée, l'interdiction de faire du prêt. Là, il me semble que dans les entreprises dans lesquelles les fonds de capital investissement ont des participations, il est légitime de les autoriser dans certaines limites et à titre accessoire à faire des prêts à ces entreprises. La deuxième catégorie d'acteurs auxquels il est proposé d'étendre la faculté fonctionnelle sont les entreprises non financières, auxquelles la loi Macron, vous le savez, ouvre la possibilité d'accorder à titre accessoire à leur activité des prêts
à d'autres entreprises avec lesquelles elles ont des relations économiques le justifiant. Le groupe de travail a estimé que cette disposition répond bien aux besoins en matière de crédit interentreprise. Mais cela a 4 conditions. La première est que la notion de relation économique concerne bien l'ensemble des filières de production et éventuellement de distribution. C'est ce que traduit bien le décret d'application qui a été pris le 22 avril, je crois, cette année. La deuxième condition est que cette relation économique donne à l'entreprise prêteuse une connaissance et une capacité de suivi de la situation économique et financière de l'entreprise emprunteuse suffisante pour lui permettre d'apprécier et de suivre dans le temps la solvabilité de l'entreprise emprunteuse. C'est une question d'intensité de la relation économique qui est effectivement également prise en compte dans le décret du 22 avril. La troisième condition, c'est que les prêts ne puissent être consentis que si et après qu'aient été respectées les dispositions en matière de délai maximum de paiement qui constitue la forme première du crédit interentreprise. Il n'est pas question que cette possibilité nouvelle soit utilisée pour imposer à des fournisseurs, à des clients, des délais de paiement plus rapides que ce qui est le maximum autorisé par la loi. La quatrième condition, c'est que les prêts ne soient pas limités en valeur absolue, mais que leur total n'excède pas un pourcentage significatif de l'excédent de trésorerie de l'entreprise prêteuse. Alors, cette dernière recommandation n'a été qu'à moitié suivie par l'auteur du décret, qui a fixé un double plafond, l'un conformément à ce que nous souhaitions par rapport à la trésorerie nette de l'entreprise prêteur, et l'autre en valeur absolue, variant selon qu'il s'agit d'une grande entreprise, d'une entreprise de taille intermédiaire, d'une PME. On ne saurait pas trop prendre de précautions, n'est-ce pas, du côté de la direction du Trésor. Le groupe de travail a émis en outre le vœu que cette nouvelle dérogation au monopole du crédit ne remette pas en cause l'interprétation assez large faite par la doctrine administrative de la dérogation qui autorise les entreprises à consentir à leurs contractants des avances sur contrat, d'ailleurs des allongements des délais de paiement. Ça joue dans le sens favorable, c'est ne sont pas interdits. La quatrième recommandation du rapport, celle qui a fait l'objet de pas mal de réflexions de sa part, de la part du groupe de travail, est de soumettre les nouveaux prêteurs à des règles qui soient à la fois harmonisées pour éviter les distorsions de concurrence vis-à-vis des prêteurs traditionnels et en même temps proportionnées à l'activité des prêteurs. Il s'agit d'une part des règles applicables à tout prêteur en matière d'information du débiteur, qui est la condition pour le rendre opposable de la cession de créance, par exemple, en matière d'information du débiteur et en matière de soutien abusif. Il s'agit d'autre part de certaines des règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, telles que les obligations d'information de la Banque de France en contrepartie de l'accès aux fichiers FIBEN. Il s'agit du respect du secret bancaire pour les informations reçues dans le cadre de l'octroi de prêts ou de l'acquisition de créances non échues, ou enfin des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dans la mesure où ces dispositions sont adaptées à la nature de l'activité des établissements en question. Je dis ça parce que, s'agissant de prêts, d'acquisition de créances qui doivent être financés sur fonds propres, fonds propres des investisseurs, il est clair que le contrôle doit porter sur l'emploi des fonds et pas tellement sur l'origine des fonds. Je referme la parenthèse. Quant aux règles relatives à la sélection des emprunteurs et au suivi du risque de crédit, elles doivent être proportionnées à la nature de l'activité. De ce point de vue, le groupe de travail a fait une distinction entre deux catégories de nouveaux prêteurs. L'obligation de définir une politique d'investissement et de mesurer le risque global des portefeuilles dans le programme d'activité soumis à l'agrément de la CPR, qui existe aujourd'hui, ne serait applicable qu'à ceux qui cherchent à se constituer un portefeuille diversifié de prêts, de créances, ce qui est le cas des organismes d'assurance, des fonds d'investissement alternatifs de manière générale, et des organismes de titrisation.
En revanche, les investissements ponctuels dans des entreprises déterminées, ce qui est le cas des entreprises non financières dans le cadre du crédit interentreprise, devront seulement s'assurer d'une connaissance et d'un suivi suffisant de la solvabilité de leur débiteur. Lorsque l'investisseur fait un prêt à une entreprise déterminée, il n'y a pas besoin d'établir, comment dirais-je, un outil d'appréciation du risque global du portefeuille, de sa diversification, etc. C'est une nuance qui est importante parce qu'il faut éviter qu'on impose aux nouveaux prêteurs des exigences qui ne seraient pas justifiées par la nature de leur activité. La cinquième recommandation du groupe de travail est de sécuriser les possibilités ouvertes aux particuliers d'octroyer directement des prêts aux entreprises. À cet égard, le groupe de travail estime qu'il faut se limiter aux deux possibilités d'intervention prévues par des dispositions récentes, au moins tant que nous pourrons être tirés les leçons de ces expériences. La première possibilité est, vous le savez, le financement participatif, pour lequel il est important, aux yeux du groupe de travail, que les prêts ne puissent être consentis qu'avec l'intervention d'intermédiaires, gestionnaires de plateformes, qui doivent être en mesure d'évaluer, de suivre le risque de crédit pour sélectionner les projets proposés aux investisseurs et en assurer le suivi. Ceci va peut-être un peu au-delà de ce qui est exigé aujourd'hui des gestionnaires de plateformes, vers du statut d'intermédiaire en financement participatif ou de conseiller en investissement participatif. La deuxième possibilité est la possibilité ouverte aux personnes physiques, comme d'ailleurs aux personnes morales, d'acheter ou de souscrire des bons de caisse émis par les entreprises dans le cadre du financement participatif. Elle fait l'objet d'une ordonnance qui a été publiée également le 22 avril, comportant des dispositions protectrices des investisseurs, notamment l'intermédiation par des plateformes gérées par des PSI, par des prestataires de services d'investissement ou par des conseillers en investissement participatif. Dans ces domaines qui touchent à la protection des épargnants, le groupe de travail a estimé qu'une certaine prudence au départ est la meilleure garantie d'un développement sans heurts. Notre crainte étant que si on fait preuve de trop de laxisme dans ce domaine, un jour ou l'autre, il y ait un incident majeur sur telle ou telle plateforme, dont on s'apercevra que le taux de défaut est beaucoup plus élevé que ce qui était escompté, et qu'il y ait de ce fait un blocage. La sixième et dernière recommandation du groupe de travail, je rapproche de la conclusion, est de sécuriser la qualification des titres de créance en qualité de titres financiers. Cette qualification pourrait en effet être fragilisée par le développement de placements privés non cotés qui peuvent être souscrits initialement par une seule personne et ou qui peuvent comporter des restrictions contractuelles à la faculté de céder les titres. Par exemple, l'exigence d'un agrément de l'émetteur, la définition de catégories de cessionnaires possibles ou la définition de périodes d'incessibilité. Ce risque de requalification n'est pas négligeable. Le risque n'est pas négligeable en effet que ces contrats soient requalifiés par les tribunaux en prêts bilatéraux non négociables sur un marché. Ce risque ne semble pas exister dans le droit des principales places financières étrangères où la notion de titre financier est définie par la forme qu'ils adoptent et par le régime qui leur est en conséquence applicable. Ce critère formel, quelque peu tautologique, n'a pas paru au groupe de travail suffisant pour écarter le risque de requalification par les tribunaux français. La sécurisation de la qualification des titres financiers ne doit pas passer non plus par l'exigence d'une pluralité de souscripteurs, au moins au départ, pluralité qui n'est imposée par aucun texte et qui est contraire aux pratiques admises par la charte sur le placement privé. Mais il nous a semblé que cette sécurisation de la qualification de titres financiers passe par la négociabilité de ces titres, qui est affirmée par l'article L211-14 du Code monétaire et financier. Alors, certes, des restrictions peuvent être apportées à la cessibilité des titres de créance, mais elles ne doivent pas aboutir à interdire ou rendre impossible en fait la cession des titres pendant toute leur durée de vie.
C'est la doctrine qu'il est proposé d'inscrire dans les articles L211.2 et L211.14 du CMF, de manière à sécuriser la qualification des titres de créance comme titres financiers. Je fais une observation plus générale. Il est clair que l'élargissement de la possibilité de cession des créances nées de prêts bancaires, d'une part, le développement des placements privés dans les formes les plus souples, d'autre part, est en train de faire disparaître progressivement la frontière entre les prêts et l'émission des titres. Et que nous avions là un problème juridique que nous ne prétendons pas avoir complètement résolu, mais poser des jalons pour marquer les limites de ce qu'on peut faire, sans prendre trop de risques. En définitive, j'en arrive à la conclusion de ce trop long exposé. Des mesures que nous proposons tendent à prévenir des arbitrages réglementaires et des délocalisations d'opérations défavorables à la place de Paris, tout en évitant de porter atteinte à la solidité du système bancaire français qui constitue l'un des atouts de notre place. Elle devait donc être centrée, ciblée et encadrée comme le propose le rapport. Centrée sur quoi? Centrée d'abord sur les dispositions qui permettent de concilier la compétence prépondérante des professionnels des crédits en matière d'origination des prêts et la possibilité d'alléger leur bilan d'une partie des risques de crédit. Ce à quoi tend l'élargissement des possibilités d'acquisition de créances bancaires non échues à caractère professionnel, première recommandation du groupe de travail. Mesures ciblées ensuite sur les domaines dans lesquels il peut être utile d'ouvrir de nouvelles sources de financement autres que bancaires ou de marché, comme les crédits de trésorerie aux PME dépendant d'un même groupe ou incluses dans une même filière. Encadrer enfin, de manière à ce que le risque de crédit ne soit pas renvoyé sans filtre sur les investisseurs finaux. D'où l'importance dans un système de désintermédiation bancaire progressive d'intermédiaires financiers soumis à un tronc commun de régulation et là où c'est nécessaire de contrôle. Dans mon esprit, le contrôle n'étant pas seulement le contrôle des autorités de régulation, contrôle extérieur, mais le contrôle des acteurs eux-mêmes. Je pense que, notamment en matière de distribution de prêts, les entreprises qui seront autorisées à distribuer des prêts sont soumises évidemment à l'obligation de n'agir que dans l'intérêt social. Et ceci doit faire l'objet d'un contrôle interne aux acteurs. Il doit y avoir aussi un contrôle externe de la part de ceux qui cèdent des créances, qui doivent quand même s'assurer que ceux à qui ils cèdent leurs créances, ils sont suffisamment outillés pour en apprécier la qualité et en suivre la solidité des libertés. Et sous cette condition, je pense que les propositions du groupe de travail correspondent à un équilibre raisonnable entre un souci d'ouverture, de libéralisation et un souci qui reste quand même important de sécurité. Voilà